C'est bon. Donc, c'est C'est ça. bon? Alors, Ok. sur le plan psychologique, qu'est-ce qui influence les choix des consommateurs lors d'un achat? Ouais. Cette question, c'est très vaste. C'est pour ça que j'ai pris mon livre. Parce que tu vois, c'est le livre de Consumer Behavior. C'est le livre basique qui en donne en marketing, comportement de consommateur. Ça démontre un peu qu'est-ce qui est les parties psychologiques qui peuvent influencer. Par exemple, tu peux penser à la perception. Comment les gens perçoivent les stimulus qui sont externes en bien. Est-ce qu'on est attiré par quelle couleur? C'est quoi l'interprétation qu'on a pour la couleur bleue, pour la couleur verte, pour la couleur rouge, etc. etc., etc. Donc, il y a une question de perception et qu'il y a un overlap aussi avec culture, c'est énorme. Je peux penser à comment les gens font à la question de la mémoire et comment l'apprentissage se passe. Donc c'est très vaste quel type de choses psychologiques ça va influencer les comportements du consommateur. C'est vraiment tout ce que tu peux étudier en psychologie, ça peut être appliqué en marketing. Quand tu penses à comportement de consommateur. C'est vraiment parce que la psychologie, ça étudie les comportements humains de façon générale. Comment on peut comprendre les comportements humains, comment on peut comprendre les cognitions et tout ça. Et ça, on peut vraiment appliquer ça en marketing. Donc c'est vraiment tout. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on peut comprendre, comment la psychologie peut expliquer les comportements. Si vous êtes capable d'expliquer ça, vous êtes capable d'appliquer la même chose dans le marketing, parce que c'est la même idée. Donc, en fait, comment la psychologie expliquerait les comportements, donc vous voyez vraiment, parce qu'il y a un stimuli qui entre en jeu, et par rapport à, exemple, la culture, l'éducation, oui, on peut penser de façon générale. Ils veulent l'adapter à lui-même. La question est plutôt cognitive d'une personne, la question est plutôt culturelle, cultural background, et question plutôt des situations, d'environnement, d'achat. Donc, ils sont vraiment reliés, dans le fond, tu ne pourrais pas les dissocier. Non. Vraiment pas. On peut les dissocier dans une étude pour essayer de voir l'effet de juste une variable en contrôlant le reste. Mais en situation réelle de vie, toutes ces choses passent en même temps. Donc, dans une étude de recherche, on essaye vraiment de séparer les choses. Mais quand on regarde l'achat, les comportements d'achat qui se passent quotidiennement, c'est tout mélangé. Alors, lorsqu'un consommateur sait déjà qu'il veut consommer un bien A, quelles sont les techniques que les entreprises entreprennent pour le faire consommer un bien B comme substitut? Donc, dans le fond, pour changer l'idée du consommateur. OK. Donc, l'idée, c'est comment on peut changer d'une marque à l'autre, c'est ça plutôt la question? Oui, exemple, moi, je veux vraiment aller acheter un jus d'orange Tropicana. Ça serait quoi, mettons, les tactiques que les entreprises entreprendraient pour que je consomme, mettons, du Oasis? OK. Donc, on peut essayer, il y a tout type de stratégies. Par exemple, si vous êtes une compagnie, une très petite compagnie, pensez là à la no label. Ouais. Ce que tu essaies de faire, c'est d'avoir les mêmes images dans le package que Tropicana. Comme ça, les gens, quand ils sont en train de chercher Tropicana, ils vont voir, peut-être il y a un autre aussi, ils peuvent choisir par erreur, mais c'est aussi facile de voir qu'il y a un autre produit qui c'est pareil avec celui-là, à moins au niveau de packaging. Donc ça donne le même message. Ouais. Donc ça, c'est une stratégie. Notre stratégie, c'est d'essayer de convaincre les gens en démontrant des qualités qui vont être produites par rapport aux autres. Donc vous allez faire de l'advertising, de tout ça, pour essayer de démontrer, par exemple, mon produit n'a pas de sucre, ou moins de sucre que l'autre produit, par exemple. Il y a plus de vitamines, il est plus pur, il y a plus d'orange, etc., etc. Donc vous essayez de démontrer à la personne que vous avez quelque chose qui est supérieur à la concurrence, et comme ça vous allez convaincre les gens. Notre façon, c'est d'essayer de créer une image. Par exemple, vous pouvez essayer d'avoir une image de responsabilité sociale. Donc vous essayez de démontrer que la raison pour acheter ça, c'est parce que c'est pas seulement la qualité du produit, mais c'est l'image de la marque. Ça peut être une question de responsabilité sociale, mais ça peut être aussi des statuts, par exemple. Ouais. Les gens qui achètent une marque, des marques sont très connues, c'est plutôt à cause de la marque, l'image de la marque, et pas forcément de la qualité du produit. C'est qu'est-ce que l'image... Les gens qui utilisent ces produits, c'est quoi l'image qu'ils ont dans la société? Je vais m'être associé avec ça aussi. Parfait. D'accord. Donc, vous avez parlé dans vos écrits de l'anti-consommateur. Puis, est-ce que vous pouvez décrire en quelques mots, ça serait quoi un individu qui est un anti-consommateur, dans le fond? La façon plus générique, je sais pas, définir ça, c'est
les consommateurs qui ont la capacité d'acheter quelque chose, mais qui ne décident pas l'acheter. Donc, pensez à quelqu'un qui a les revenus pour acheter, par exemple, une BMW ou une voiture, de façon générale, mais il décide non, je ne vais pas acheter, je veux aller en métro. Ça, c'est une décision, tu vois. Je ne veux pas acheter. Même si je suis capable d'acheter certains produits, je ne l'achète pas. Donc, ça, c'est le comportement, des choix de ne pas acheter quelque chose. Mais les raisons de pourquoi tu n'achètes pas certaines choses, c'est très vaste. Tu peux peut-être pas acheter parce que vous êtes ce qu'on appelle voluntary simplicity, simplicité volontaire. Ouais. Okay? Donc, vous achetez pas parce que vous voulez vivre une vie simple. C'est quelque chose que vous faites volontairement et parce que vous voulez acheter. Tu peux par exemple créer votre propre produit, tu peux planter vos propres aliments, tu peux vraiment vivre une vie très simple. OK, mais l'anticonsommation, ça exclut les biens de base. Non, ça peut être quand même les biens de base aussi. Okay. Il y a des gens qui peuvent, par exemple, produire leurs propres produits, leurs propres chaises, par exemple. Je vais acheter, je peux couper le bois, tu vois. Ouais. Je prépare ça, j'ai fait la chaise moi-même. Okay. Il y a des gens qui sont assez simples dans les styles. C'est un style de vie. Pensez ça comme des styles de vie, un choix de vie. Donc, un choix de vie très classique, on étudie beaucoup, c'est la simplicité volontaire. L'autre, c'est la frugalité. Donc, la frugalité, c'est les gens qui n'achètent pas parce qu'ils sentent plaisir en économiser d'argent. Donc, les mécanismes qui motivent de ne pas acheter, c'est parce que chaque fois que j'achète pas, j'ai un peu de plaisir de voir que ma compte bancaire est en train de grandir. Et ça, j'économise pour peut-être acheter quelque chose après, ou juste pour le plaisir d'économiser. Peut-être je vais donner ça à mes enfants. Il y a plusieurs raisons. Mais ce qui motive les gens à ne pas acheter, c'est vraiment les plaisirs qu'ils ont en économisé. Okay. Ça, c'est la frugalité. Il y a un autre style de vie d'anticonsommation, par exemple, c'est tightwadism. Je ne sais pas comment traduire ça. Tightwads, qu'on appelle en anglais. C'est plutôt des gens qui n'achètent pas parce qu'ils sentent douleur, ça fait mal dépenser d'argent. Okay? Donc, c'est des gens qui sont vraiment, c'est pour ça le mot tight, ils sont tight avec l'argent, ils sont très attachés à leur argent, ils ne vont pas dépenser l'argent parce que ça fait mal. Psychologiquement, ça fait mal. Okay, okay? C'est pas que c'est pas physiquement, c'est plutôt psychologiquement que j'ai dit. Donc, c'est les gens qui sont très attachés à l'argent et comme ça, ils ne dépensent pas. Est-ce que le deuxième et le troisième, donc celui qui veut plutôt économiser puis celui qui sent une douleur, peuvent un peu être interreliés? Oui, en fait, les trois sont très corrélés, en fait. C'est pour ça que ce sont des exemples d'anticonsommation. Au niveau des comportements, c'est exactement la même chose, oui. C'est difficile de séparer, même pour nous en recherche, c'est un peu difficile de séparer les trois parce qu'à niveau de comportement, ils sont très pareils. Ils ne vont pas acheter des choses, ils vont être anticonsommistes. Mais ce qui motive, c'est vraiment la question qu'on essaie de comprendre. Par exemple, j'ai fait une étude je suis en train de superviser un étudiant de maîtrise. Elle est en train de regarder pourquoi les consommateurs c'est quoi l'impact de ces trois types de styles de consommation sur la sustainability. C'est quoi ces trois types de consommateurs qui ont un impact environnemental moins élevé. C'est quoi le niveau de CO2? C'est quoi les trois qui ont CO2 consumption plus basse? Ça doit aider pour l'environnement. Exactement. Et ça qu'on a trouvé, c'est que l'anticonsommation a un impact beaucoup plus grand, beaucoup plus fort de la diminution des CO2 emissions. Ouais. Qui par exemple, si on compare avec les gens qui sont vraiment green, les gens qui sont vraiment motivés à ne pas acheter parce qu'ils sont green. Plutôt des gens qui sont motivés à acheter des produits verts. Parce que les produits verts sont responsables. Mais l'idée, c'est que même si vous êtes en train d'acheter, même si le produit il est vert, il est green, sustainable, c'est mieux de ne pas acheter du tout. Parce que si vous n'achetez pas, vous n'allez pas avoir un impact environnemental de toute la chaîne de consommation. À partir par exemple, si tu achètes un livre, il y a une forêt qui a été coupée pour produire le papier, qui après ça va être... Tu vois, donc si je n'achète pas le livre, toute la chaîne de consommation, le bois qui a été coupé, qui a coupé à 1000 km, qui a été transporté, tout ça. Chaque étape est coupée. Oui, donc c'est pour ça qu'une conclusion de nos études, c'est qu'une des grandes façons de contribuer à la réduction du CO2, c'est de ne pas acheter, c'est de ne pas consommer.
anti-consommation a un rôle très, très important dans ce débat-là. Parce qu'on pense pas souvent à ça en Non. plus. C'est parce que nous sommes dans une culture il faut acheter. Ouais. C'est une culture très consumériste, très pro-consumption. Ouais. Puis ça, c'est relié à la prochaine question, en fait. Est-ce que l'anticonsommation, dans le fond, ça a toujours existé ou ça a oui, apparu en fait, avec la consommation abusive? Non, en fait, je dirais, plutôt si on regarde la littérature, il y a un paper, c'est très intéressant par rapport à ça. La règle pour les humains, c'était plutôt d'être anticonsommiste. Parce que les ressources étaient très limitées. Okay? Après la révolution industrielle, on a réussi à produire des choses en grande scale et mettre ça disponible à tout le monde. Mais pour la perspective d'une compagnie, si vous êtes capable de produire 1 million de chaussures à presque le même prix de 100 000 chaussures, c'est beaucoup mieux de vendre 1 million de chaussures parce que vous allez faire beaucoup plus d'argent. Mais est-ce que vous avez 1 million de gens qui vont acheter des chaussures? Et ça, c'est la vraie question. C'est ça qui, parfois, moi, ma critique en marketing, c'est ça qui, parfois, en marketing rentre dedans pour essayer de motiver les gens à acheter des choses qu'ils n'ont pas vraiment besoin. Okay. En fait, c'est la société capitaliste, en fait. Exactement. Donc, en fait, est-ce que... C'est le side effect, hein, le côté négatif de la société. Est-ce que dans une société qui n'est pas capitaliste, on a plus présence d'anticonsommation, j'imagine? Possiblement, même la société capitaliste, on a des moments qui étaient très anticonsommistes. Par exemple, si tu prends l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale, okay, pendant la guerre aux États-Unis, si vous allez sur Google, vous allez voir beaucoup de posters, des campagnes publicitaires à ce moment-là. C'était pas la télévision, bien sûr, mais tu peux trouver quand même les posters, des posters qui disaient If you're driving alone, you're driving with Hitler, par exemple. Si vous conduisez votre voiture tout seul, vous êtes en train de conduire avec le Hitler, parce que vous êtes en train de gaspiller de gasoline. C'est très important pour nous, pour l'effort de la guerre. Donc, il y avait tout un effort de réduire la consommation dans les États-Unis pour utiliser ces ressources pour la guerre. Donc, c'est toute une stratégie très, très radicale. Dans le fond, c'est très intense. Ouais. Donc, c'est pas quelque chose que c'est seulement le capitalisme qui fait... ça peut arriver quand même dans le capitalisme dans certains moments. Et moi, je pense pas que c'est contraire à le capitalisme forcément. Vous pouvez réduire votre consommation et continuer à être capitaliste. Parce que... celui qui veut beaucoup d'argent, celui qui veut économiser, en quelque sorte, est capitaliste. Oui, il va dépenser d'une certaine façon l'argent. Et pas seulement ça, c'est très stratégique d'une certaine façon que tu penses. Si tu as une certaine ressource que tu peux pas dépenser, tu peux utiliser ça pour le commerce. Tu peux échanger avec notre pays pour acheter un produit, un service, une ressource que tu n'as pas dans ton pays. Donc, le gaspillage, c'est vraiment un problème. Okay. C'est ça que je pense que c'est un vrai problème. C'est pas le capitalisme par définition, mais c'est plutôt les abus, les excès de la capitalisme. Donc, vous avez parlé du marketing, justement. Puis, est-ce que... comment est-ce que vous pouvez expliquer le fait que l'anticonsommateur ne se laisse pas tenter par les incitateurs liés, justement? Parfois, elles sont tentées. Parfois, ça, c'est une belle question. Ça, c'est quelque chose que j'ai étudié un peu. Il y a certains articles qui démontrent que parfois, il y a des anticonsommateurs qui vont acheter, qui vont tomber, qui vont acheter même s'ils ne veulent pas. Mais peut-être les raisons plus fortes pourquoi ils sont plus capables de résister à tous ces stimulus, c'est vraiment une question de valeurs et des priorités dans leur vie. Si tu prends la simplicité volontaire, c'est vraiment une question de valeurs. C'est ça une chose. Ça, c'est pas une chose qui est importante pour moi, j'ignore complètement. Donc, c'est beaucoup plus difficile de convaincre une personne qui a priori dit non, je ne veux pas écouter ce que tu veux dire. Donc, dans un certain sens, il serait comme un peu aveuglé par rapport à... Oui, c'est comme s'il avait un vaccin. Ouais, tous ces arguments qu'on utilise en marketing ne les attirent pas. Okay. C'est comme si vous parlez chinois avec quelqu'un qui parle japonais. Ils vont pas. Ils s'en foutent. Mais il y a d'autres arguments aussi. Par exemple, si vous preniez les tightwads. Okay? La motivation pour eux, c'est l'attachement qu'ils ont à l'argent, la douleur qu'ils sentent quand ils achètent quelque chose. Si vous pensez à ça, c'est quelque chose de psychologique très fort. Et pour un marketeur, pour changer ça, c'est très difficile.
Donc, comment vous allez faire changer la mentalité de quelqu'un pour pas sentir douleur quand ils sont en train de penser. Donc, il faut en quelque sorte que le bénéfice soit plus grand que le coût. Oui, ou peut-être quelque chose que c'est comme un super rabais, qui ça va comme 80% de rabais. Les gens vont dire, OK, ça va pas me faire très mal. Je peux acheter maintenant. OK. Donc, relié à ça, mais est-ce que ça serait possible de passer complètement d'être un anti-consommateur à un consommateur dans un sens plus général? C'est possible, oui, bien sûr que c'est possible. Ça, c'est la psychologie. L'idée de psychologie, c'est qu'on peut toujours changer notre personnalité, notre comportement. C'est dur, c'est difficile, mais c'est possible. D'accord. Et si on pense toujours à l'histoire, comme j'avais dit, jusqu'à la 18e, 19e siècle, la règle était être anticonsumiste. Donc, on a déjà changé. On peut changer de nouveau, c'est sûr. Et ça, c'était la règle forcée à cause de, justement, la société, puis genre la production, nos propres moyens économiques. Oui. Vous dites que vous pouvez changer. Est-ce que vous voyez, en tant que personne qui est dans ces expertises, est-ce que vous voyez comme une sorte de vague de changement? Vous voyez, on est plus éduqué sur la surconsommation et sur l'environnement. Est-ce que vous voyez, mettons, pour les générations futures, qu'il pourrait avoir une baisse de consommation? Ou c'est peine perdue? Ça, c'est une très bonne question. Parce qu'il y a beaucoup d'études qui démontrent qu'il y a, qu'on appelle ça en recherche, le Green Gap. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Je pense le nom, oui. Que c'est la différence entre qu'est-ce que les gens qui sont vertes, comme style de vie, qu'est-ce qu'ils disent qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font vraiment. Okay? C'est ça qu'on appelle le Green Gap. Ils ont motivation d'acheter des produits verts, d'être des styles de vie verts, mais finalement, ils achètent la même chose que tout le monde. Il y a un gap énorme. Donc, si on pense à ça, parfois, je suis un peu moins optimiste en disant que c'est dur de penser que ça va changer sans une limitation de l'environnement. Okay. Si on laisse les choses, si on laisse faire comme on est en train de faire maintenant, je ne pense pas que ça va changer. Mais si on est limité par les ressources environnementales en situation de guerre, quelque chose comme ça va changer bien sûr. D'accord. Donc, mais ça c'est un peu mes côtés négatifs, mais ma côté positif, je dirais que c'est pas que les gens changent, oui, c'est pas que les gens changent. Mais les études démontrent plutôt que les plus riches que tu viens, les plus qu'on dépense, par exemple. Et la tendance dans la planète, c'est que les pays de troisième puissance commencent à être maintenant capables d'acheter les mêmes choses que les pays des premiers mondes. Donc, la tendance mondiale, c'est l'autre, je dirais. Même si des pays comme le Canada, Suède, tout ça, on voit une stabilisation, on a une croissance énorme dans l'Inde, au Brésil, en Chine et tout ça. Donc, c'est difficile de voir comment on peut compenser toutes ces vagues qui va. Et on ne peut pas dire non à ces gens-là, et bien sûr qu'ils vont acheter des choses aussi. Ouais. Donc, un individu, est-ce qu'il est plus influencé par ses motivations personnelles ou par ses propres valeurs lorsqu'il fait un achat? Donc, est-ce que, mettons, il est vraiment motivé à acheter une auto, mais pour lui, il est contre la pollution de l'essence? Qu'est-ce qui a le plus de poids selon vous? Ça dépend. Ça, c'est vraiment cas à cas. Et il faut considérer aussi qu'est-ce que les gens ont au niveau des conditions et des ressources. Un vrai problème toujours d'acheter une voiture électrique, par exemple, c'est beaucoup plus cher. Donc ça, il y a aussi une autre question que c'est, OK, est-ce que j'ai des places pour recharger ma voiture? Combien de kilomètres qu'elle fait d'autonomie? Donc il y a des questions de conditions de la technologie qui bloquent certaines choses. Mais si tu ignores ça c'est un facteur énorme. Hein. Mais si on ignore ça pour l'instant, et si on pense entre les valeurs, la question c'est les valeurs et la personnalité. Les motivations. Ça c'est parce que ça c'est une question un peu drôle parce qu'en fait certaines théories considèrent les valeurs comme une motivation. Si on prend le choix, c'est la théorie motivationnelle des valeurs humaines. Donc les valeurs motivent les gens à faire quelque chose. Donc c'est difficile de séparer les deux choses à cause de cette définition-là. Mais je dirais que si on pense entre les valeurs et la personnalité d'une façon plus générale,
C'est très dur de savoir quoi des deux que ça va être plus fort. Ça va vraiment dépendre de la personne et de la situation. J'ai tendance de penser que la personnalité peut être une fois, parce que la personnalité est un concept plus large que les valeurs, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le concept de personnalité. Je pense qu'à cause de ça, j'ai tendance à penser que la personnalité est plus importante que la valeur. Parce qu'il y a énormément de choses qui rentrent dedans. J'imagine, dans la personnalité, est-ce que vous englobez comme l'impulsivité? Donc, quelqu'un Oui, qui est par très exemple. impulsif va être plus... OK. Ouais. OK, parfait. Selon vous, est-ce que l'entourage d'une personne a vraiment un si gros impact sur le comportement d'achat d'autrui? Ah oui, l'entourage, l'environnement, vous dites? Là? L'entourage comme les Plus les personnes... groupes de référence Ouais. qui entourent une c'est personne. énorme. C'est énorme. C'est ça, hein? C'est énorme. Parce que est-ce que ça peut complètement changer? Parce qu'on a C'est déjà, ça. surtout à notre âge, il y a souvent que quelqu'un rentre puis ils prennent une décision, par exemple, d'acheter comme un produit, puis là, ils parlent à leurs amis, puis ils commencent à discuter à propos de ça, puis du jour au lendemain, ils changent d'idée. Mhm. Donc, est-ce que c'est aussi présent dans toutes les sphères? Oui, c'est énorme. Le groupe référence, ça c'est un chapitre de ce livre, par exemple. Ouais. Okay. Et c'est énorme parce que l'idée, c'est que c'est à plusieurs niveaux. Il y a, par exemple, comme vous venez de dire, c'est par exemple, si on parle avec quelqu'un, on peut obtenir des informations à partir de quelqu'un qu'on a confiance déjà parce qu'on est en relation avec cette personne. Donc, il y a les nouvelles informations qui changent notre décision. Et ça, c'est basique, tu vois. Si je suis informé qu'un produit n'est pas assez bon, je ne vais pas l'acheter. C'est juste une question d'information. Je peux acheter un autre. Okay? Donc, il y a la question d'information qui vient de votre référence. Il y a l'image que tu veux montrer à votre groupe de référence. C'est quoi votre image que tu veux démontrer pour ces gens-là? Est-ce que vous voulez être connu comme les green? Est-ce que vous êtes connu comme les plus riches, les plus high status? Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi l'image que vous voulez montrer? Donc ça, c'est énorme aussi qui a un impact énorme pour le groupe de référence. Et les groupes de référence, parfois, c'est pas forcément le groupe de référence mes amis, mais il y a le groupe de référence aspirationnel. Par exemple, moi j'imagine que vous ne connaissez pas des super pop stars, mais on utilise toujours les pop stars comme référence, même si on ne connaît pas. On ne va jamais les rencontrer, on a très vite parfois. Ouais. Mais on écoute qu'est-ce qu'ils disent, parce que c'est aspirational. C'est quelque chose on voulait être comme eux, on aime bien qu'est-ce qu'ils représentent, donc on écoute qu'est-ce qu'ils disent. Ça serait genre un idéal à atteindre. Exactement. OK. Donc, quand on parlait de l'impact aussi des groupes de référence, est-ce que ça serait possible de faire changer les habitudes de consommation? Donc, passer, mettons, d'anti-consommateur à consommateur ou vice-versa. Est-ce que vous pensez que... Les groupes de référence pour faire ça? Ouais, un si gros impact. Ah oui, bien sûr. Si vous êtes Mais ça doit dépendre des personnalités, encore une fois. Oui, non, mais si on sépare ça, mais si on considère la situation que tu as grandi avec un groupe de référence qui est anticonsumiste, vous allez être, à cause de l'apprentissage toute sa vie, comme qu'est-ce que c'était bien vu ou pas bien vu, et comment vous gérez ça, et est-ce que vous êtes... Est-ce que vous voyez ça comme quelque chose de positif ou négatif? Parce que parfois, vous pouvez être grandi dans une situation très anticonsumiste, mais tu es très anti-consumiste, tu vois? Mm-hmm. Et ça peut backfire big time. Ouais. Mm-hmm. Donc, il faut toujours penser à comment les gens vont voir ces relations avec leur culture ou les groupes de référence. Si la relation est positive, c'est sûr que ça va changer beaucoup. Donc, tu peux changer d'un groupe à l'autre. Pour moi, j'ai déjà habité dans trois continents, okay? 3 pays. France, Brésil et ici. Moi, chaque fois que je suis au Brésil, je suis brésilien. Chaque fois que je suis au Brésil, je me sens plus assez brésilien, même si ici, tout le monde m'appelle comme Marcelo le Brésilien. Mais quand je suis là-bas, je ne me sens pas assez brésilien parce que mon groupe de référence a changé. Ma culture a changé, ma façon de voir les mots a changé. Même si je suis brésilien, j'ai grandi là-bas, ça a changé comme groupe de référence. Puis j'imagine aussi quand on est avec un groupe, exemple d'amis, puis on commence à utiliser leurs habitudes, on veut aussi, en quelque sorte, rechercher un sentiment d'appartenance puis de l'acceptance. Mm-hmm. Oui, exactement. Ouais. Et ça, on a une tendance, je me rappelle quand j'étais en high school, quand j'étais
au lycée, c'était plutôt négatif de dire c'est quelque chose qu'on dit très négativement, comme si on fait quelque chose pour impressionner les autres. Mais en même temps, c'est très humain ça. C'est impossible, c'est très difficile de penser à quelqu'un qui ne fait pas ça. Les gens qui font pas ça, c'est plutôt des sociopathes qui font qu'est-ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Donc il faut garder un point en tête aussi, sa critique elle est valide dans le sens qu'il faut avoir un peu de liberté, d'individualité, mais en même temps, si on ignore le groupe complètement, on n'est pas des humains, on vient d'autre chose. Ben souvent, est-ce que suivre le groupe de référence, c'est souvent inconscient? Oui, parce qu'on a évolué pour faire ça. Ouais. Notre espèce a évolué dans un contexte social. On ne sommes pas comme les crocodiles qui ont grandi tout seuls. Nous sommes une espèce qui a grandi toujours en société. C'est pour ça qu'on a cette tendance d'écouter les groupes. Nous sommes des mammifères. C'est un peu évident comme espèce quand tu penses à l'évolution de notre espèce. C'est ridicule d'ignorer ça. OK. Est-ce que, selon vous, la publicité, les stimuli, donc les autres trucs, l'emballage ou les couleurs et les logos, sont en quelque sorte des techniques de manipulation pour inciter la consommation? Pardon, est-ce que tu peux répéter l'emballage de? Est-ce que la publicité ou les stimuli, exemple, l'emballage, les logos, les dessins, c'est en quelque sorte des techniques de manipulation pour inciter la consommation? Oui. Il y a des exemples que j'utilise en salle parfois. Des marques qui ont changé les logos très rapidement et qui ont vu leur vente de dessins très rapidement aussi, simplement parce que les gens n'étaient pas capables de trouver la marque. Imaginez comme Tropicana, toujours orange, un emballage plutôt orange, et tu switches ça pour bleu. Les gens vont chercher votre produit, ils ne vont pas trouver. Donc les logos, c'est ça qu'on appelle comment on peut dire ça en français? C'est cognitive shortcut, ok? Je dirais en anglais. C'est comme une heuristique, une façon de processer l'information plus rapidement. L'idée, c'est que la première fois que tu as entré en contact avec un stimulus, vous allez apprendre qu'est-ce que ça veut dire. Okay? C'est comme rouge, ça veut dire stop. Jaune, ça veut dire ok, attention. Vert, on continue. La première fois, on apprend ça. Après la deuxième fois, on sait très bien qu'est-ce que ça veut dire. On ne va pas interpréter les choses. L'apprentissage, C'est l'apprentissage, ça. Donc, il y a une partie énorme. Parce que si vous êtes en train d'écrire un logo, normalement, c'est bien d'essayer de voir la même image que les autres produits dans la même catégorie. Parce que vous voulez utiliser cette shortcut. Tu ne vas pas enseigner les gens, ça coûte beaucoup plus d'argent d'enseigner les gens qu'est-ce que l'orange il faut dire pour mon produit qui le bleu. Tu vois, tu essaies d'utiliser ça qui a été déjà utilisé avant comme shortcut pour être plus rapide. OK. Dans le choix. Mais est-ce que les techniques de publicité et comme de manipulation sont toujours justes et acceptables? Ça dépend à qui tu demandes. Je pense que ça a moins rapport avec l'étiquette. Ça, c'est plus que lorsqu'on on est en train de checker une émission puis il y a une publicité que ça vise vraiment, je sais pas, des sujets plus sensibles ou des sujets plus pour quasiment vraiment moi, comme je suis un psychologue à la base, j'ai une vision très négative de marketing. Okay? Je sais que des collègues vont voir l'image plus positive du marketing. Moi, non, j'ai une vision très négative. Je peux te donner un exemple. Comment on peut manipuler le comportement des gens. Okay? Enfin, il y a plusieurs exemples. Je peux peut-être utiliser l'exemple que j'ai vu dans mon doctorat. Okay? Comme on parlait des anticonsommation. Dans mon doctorat, j'essaie de comprendre comment on peut motiver les anticonsommistes à diminuer ou augmenter leurs achats et comment on peut diminuer ou motiver les matérialistes, ça serait un peu l'inverse, les gens qui sont très matérialistes, qui croient que les produits sont très importants pour le bien-être, pour démontrer succès, status, tout ça. Donc j'essaie de voir comment on peut pousser quelqu'un qui est matérialiste à diminuer la consommation. Et est-ce que c'est possible de faire comme autre chose? C'est pas vraiment une question que vous devez faire. Et j'ai fait une condition expérimentale. Okay? J'avais deux conditions. La condition où les termes ils viennent toujours en anglais parce que j'ai tout écrit en anglais. Oui, il faut le dire en anglais, c'est pas grave. Ouais, long-term orientation et self-control. Okay?
Long-term orientation, self-control, c'était la variable que je voulais contrôler pour voir si je pouvais monter ou diminuer l'achat à partir de ces deux variables-là. Donc j'avais deux conditions. Une condition, le self-control et long-term orientation étaient très basses. Dans une autre condition, ils étaient très élevés. Okay? Et dans l'expérience que j'avais fait, les participants étaient mis dans une de deux situations aléatoirement. Okay? Ils avaient la même chance d'être dans les deux situations. C'était vraiment aléatoire. Les gens qui étaient exposés à quelqu'un qui était très bas en self-control et long-term orientation, ils ont lu une petite histoire d'à peu près 1200 mots qui disait une histoire de John. John, il était quelqu'un qui n'avait pas de self-control, il était toujours short-term oriented, il voulait toujours des choses pour maintenant. Il est une personne très impulsive, tout ça. Une petite histoire avec des exemples de comportement de John qui démontraient ça. Et après, j'ai demandé les participants à se comparer à John. Okay? Comparez-toi à John au niveau de self-control et long-term orientation. Est-ce que vous êtes plus self-control? Est-ce que vous êtes plus long-term oriented? Okay? Bien sûr, les gens qui ont se comparé avec quelqu'un qui n'est pas self-control du tout, ils ont senti beaucoup plus self-control et beaucoup plus long-term oriented. Les participants qui étaient dans d'autres conditions, c'était exactement la même histoire, sauf que les adjectifs étaient à l'inverse. Il était short, il était long-term oriented, super control, etc. Il voulait toujours quelque chose au futur. Il était comme quelqu'un de très discipliné. Okay? De nouveau, on demandait aux participants, comparez-toi à John, comment vous vous sentez à niveau de self-control long-term orientation. Et bien sûr, les participants qui étaient dans la deuxième condition se sentaient beaucoup moins self-control et long-term oriented. C'est ça qu'on appelle en anglais contrast effect, effet de contraste. Quand on se compare à nous-mêmes à quelque chose qui est très élevé dans une dimension, c'est ça, moins bon dans ce niveau-là. Par exemple, si on se compare à quelqu'un qui est en train d'aller jouer aux Jeux Olympiques, on va se sentir, ok, je suis ridicule. Mais si on compare à quelqu'un, un Brésilien qui est en train de faire du ski, on va se sentir très bien. Parce que c'est une question de contraste. Ouais. Okay? Donc l'idée ici, c'est que juste en faisant ces contrastes, après, j'ai mis plusieurs questions de qu'est-ce que vous allez acheter, tout ça. Ce qu'on a trouvé, c'est que les gens qui étaient dans la situation qui ont été comparés avec quelqu'un qui avait self-control bas et short-term orientation, ils se sentaient beaucoup mieux dans ces deux dimensions. Maintenant, ils se sentaient capables de contrôler le comportement. Ils ont réduit les consommations. Les gens qui étaient dans une autre situation, ils ont en fait acheté plus. Parce que maintenant, ils ne se sentent pas self-control, short-term. Ils ne se sentent pas self-control. Et comme ça, ils vont acheter plus. Ils ne sont pas disciplinés pour réduire leur consommation. C'est comme ils laissent tomber et achètent ce qu'il faut. Donc, vu que c'est comme, ils ont affirmé que ça c'est moi, ils continuent dans cette même voie. Oui, exactement. L'idée, c'est que moi, je ne suis pas assez bon dans cette dimension-là. Ouais. Une fois que je ne suis pas assez bon, ok, je peux acheter tout, je ne suis pas capable de me contrôler. Okay? Et ça, c'est quelque chose qu'on peut manipuler, tu vois. Tu peux faire ça dans l'advertising, les gens ne vont pas être conscients que ça se passe. Et ça change leur achat. et dans votre expérience, autant les anticonsommateurs que les matérialistes ont réagi de la même façon? Donc, je veux dire... Ça c'est une bonne question. Ok, donc ce qu'on a trouvé, c'est que les gens qui étaient plutôt frugales, ils étaient en train d'augmenter leur achat, même après, plus que les autres groupes, parce que c'est plutôt, la motivation pour eux, c'était je veux diminuer mon consommation pour acheter quelque chose au futur. Mais si maintenant je me sens moins en self-control long-term orientation, je suis moins motivé, moins capable de régler mon comportement pour réussir à ces objectifs de long terme. Okay? Les gens qui étaient plutôt dans la simplicité volontaire, ils étaient plus immunes à cet effet-là que les gens dans la frugalité. Quand même intéressant, très intéressant. Donc, ça c'est juste mon expérience. Si tu regardes la littérature en marketing, comportement consommateur, il y a milliers d'exemples. Donc, c'est très facile de manipuler le comportement des gens sans qu'ils le sachent. Et comme dernière question, lorsqu'une compagnie va développer son bien ou son service, elle va forger son consommateur visé. Donc, il va avoir certaines caractéristiques qu'elle va savoir. C'est ça qu'on appelle la persona. Exactement.
Mais est-ce qu'elle va quand même essayer de viser les anticonsommateurs? Est-ce qu'elle les garde en tête? Ou elle pense que c'est juste... Elle peut même pas essayer, c'est un faux espoir. Non, si tu penses à Patagonia, vous connaissez Patagonia, la marque? Les vêtements, oui. Oui, ils sont ils ciblent vraiment les anticonsommateurs. C'est vrai, parce que c'est plus axé envers les gens qui ont un souci pour l'environnement, qui portent attention à les raisons écologiques, c'est ça? Exactement. Ouais. Ils étaient très connus en 2013 ou 2012, je pense, je me rappelle quelle année, qu'ils ont fait un poster énorme qui disait « Don't buy this jacket ». C'était ça la publicité, « Don't buy this jacket ». Et finalement, et après, ils disaient « Si vous avez acheté un manteau avec nous, et ça, par exemple... peut-être c'est pas assez beau, tu peux venir ici recycler, ou peut-être s'il y a un petit défait, tu peux venir ici, on va le réparer. Don't buy it again. C'était ça la publicité qu'ils avaient. Donc pour eux, c'était vraiment, c'était pas de fast fashion, hein. C'est pas Zara qui fait de fast fashion. Ouais. C'est plutôt, on va faire quelque chose de high quality qui va durer 10, 20, 30 ans. C'est beaucoup leur réputation aussi. Ouais. Ils ont une grosse réputation que c'est des vêtements qui durent longtemps et qui sont chauds. Exactement. Ils ont customer service, c'est vraiment... Si vous avez un problème avec votre vêtement, tu peux venir ici, on va le réparer, ça va coûter très, très peu. Mais ce qui est intéressant à propos de cette compagnie-là, c'est que maintenant, c'est un peu rendu une tendance. Donc, même si ils visent la praticalité, ouais, même s'ils visent ça, il y a beaucoup d'adolescents qui portent ça justement parce que c'est rendu un peu la tendance. Ouais, un peu cool. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est sûr. Donc, c'est drôle. C'est ça, et c'est ça. Hein. D'une certaine façon, il faut utiliser les faiblesses de l'être humain, les shortcomings de les humains, pour améliorer le comportement. Le problème, c'est qu'on est en train d'utiliser la nature humaine juste pour vendre, juste pour faire du profit. Mais on pouvait utiliser la nature humaine pour d'autres objectifs aussi. Est-ce qu'elle a mentionné les tendances? Est-ce qu'un anticonsommateur est plus prône à justement encore moins consommer quelque chose qui est tendance? Par exemple, mettons, Patagonia, oui, il y a un bon service et tout, mais exemple, Patagonia, il y a plus de personnes qui le consomment, donc ils peuvent augmenter leur prix et tout. Puis c'est plus à la mode. Est-ce qu'un anticonsommateur, bien qu'il y ait les qualités et le service, il pourrait quand même dire comme non, je ne veux pas être associé à ce type de consommation qui est beaucoup plus tendance sur consommation? Ouais, ça peut arriver. Un autre exemple, ça peut arriver aussi avec ces questions que tu me rappelles. Pensez là les Tide Wads. Rappelez-vous, le Tide Pod, c'est celui qui ne veut pas acheter parce que ça fait mal. Les Tide Wads, ils vont pas acheter de Patagonia, j'imagine, parce que c'est très cher. C'est très cher, ouais. C'est pas relié avec leur motivation. Je ne vais pas dépenser 300, 400 pièces. Dans un manteau, je peux acheter la même chose avec 50 pièces à notre magasin. Mais celui qui veut économiser, est-ce qu'il est plus prône à acheter le Patagonia parce que au futur, il économise vu que ça dure longtemps? Je pense que les simplifiers, la simplicité volontaire, il serait plutôt relié à Patagonia. Okay. Parce que c'est l'idée que je veux acheter juste une fois, parce que je ne veux pas... C'est l'hiver, il faut que j'aille un manteau. Mais je veux acheter quelque chose qui va durer pour toute ma vie. Et pas quelque chose qui va changer dans chaque saison. Parfait. C'est super intéressant. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Je vais arrêter ça.